Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 1er mars avec Jean Lassalle, le président de Résistons. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors, Jean Lassalle, je vais vous dire, c'est toujours avec plaisir et avec bonheur que nous l'accueillons. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est vrai. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il n'y a pas d'incohérence. Et c'est rare, hein ? Pas seulement dans le monde politique, mais dans tous les mondes où on a des indignations à deux vitesses, où on a des colères à géométrie variable, où la tartufferie règne assez souvent en maîtresse. Ben, c'est pas le cas de Jean Lassalle. Jean Lassalle, il a toujours pris position à sa manière. On peut être pour, on peut être contre, mais il ne s'est jamais dérobé. Que ce soit En Marche, je ne dis pas du mouvement évidemment d'Emmanuel Macron, je dis parce qu'il marche, lui justement, il ne fait pas du surplace, il est allé marcher pendant des kilomètres, il a fait beaucoup de choses, mais alors on va peut-être faire un tour d'horizon, Jean Lassalle, en disant ce qui se passe aujourd'hui, et pas seulement pour être négatif, mais on voit tous les jours ici à Sud Radio, dans l'émission ailleurs, on accueille des gens qui savent plus où ils sont, qui savent plus où ils habitent, qui, par exemple, des petits commerçants, des artisans, des garagistes encore hier, qui disent on va fermer parce que voilà, on ne peut plus avec... Tout ça, on le sait, alors on dit oui, l'URSSAF, les impôts, les charges, etc., etc. Les agriculteurs, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. On est en plein salon de l'agriculture en ce moment. Tout ça, on a l'impression que du matin au soir, les diagnostics se font. On dit voilà, il y a ça va pas, etc., etc. Et puis rien ne bouge. On a l'impression qu'on fait du surplace. À votre avis, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme mentalité, pas seulement chez les politiques ou chez les médiatiques ou autres, mais dans le peuple, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? D'abord, merci, cher André Berkov. Être invité chez vous est un honneur formidable. Vos mots me touchent beaucoup. Et moi, je déclarerai votre émission d'utilité publique. Elle est absolument nécessaire parce que vous faites beaucoup de bien à tous ceux dont vous venez de parler et qui souffrent beaucoup sans être négative, et nous allons essayer de ne pas l'être, même si des conditions le permettraient. Mais vous me parliez de la marche, pas comme la marche du président, mais le président s'est totalement inspiré de ma marche. Vous savez que j'ai fait 6000 kilomètres à pied pendant pratiquement 9 mois, 8 mois, le temps d'une gestation, en 2013. Quand je suis revenu, j'ai présenté mes travaux à François Hollande, qui était à l'époque président de la République, qui m'avait invité à déjeuner. Et il était avec une assistante, qui d'ailleurs après l'avait laissé et avait plutôt été proche de moi, et il y avait un jeune homme qui s'intéressait beaucoup à tout ce que je faisais, à tout ce que je disais, et sur le cours de 15 heures, il y avait François, comme tout le monde, vous savez, il avait un petit cours, ça se voyait, et puis tout d'un coup, après, il me dit, mais tu sais, Jean, on se connaît, je t'aime bien, c'était le président Hollande, mais tout ce que tu as dit, on le sait, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ouais, alors il a senti que ça me heurtait un peu, puis après il est venu me raccompagner comme si j'étais très important jusque là devant la porte à l'Élysée, et il me dit écoute, ce que je t'ai dit tu répètes pas. Je lui dis écoute, qu'est-ce que tu veux que j'aille te mettre à la misère ? Tu m'as jamais rien fait de mal. Et alors ce jeune homme était encore là. Je lui dis, mais toi, qu'est-ce que t'es intéressé ? Il dit, mais qu'est-ce que tu es stagiaire de l'ENA, parce qu'il y a des stagiaires de l'ENA, un peu partout, dans les préfectures. Lui, non, je suis le nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc, ça fait un moment que je le connais. Et alors, il me dit, mais en 2013, ça. En 2014, c'était 2014. Après la marche. Après la marche. Et alors, il me dit, mais est-ce que vous pourriez pas me passer tous vos éléments, parce que il faut que le président étudie ça, c'est énorme, c'est une mine, et tout. Et je lui ai tout passé, j'avais fait un rapport spécial, et on s'est revu à plusieurs reprises, et puis j'ai appris, je ne sais combien, peu de temps après,
que les deux ministres ayant bien fait la fête pour la Rose avaient été tous les deux licenciés et que lui était devenu ministre de l'économie. Et nous avons été très proches. Et je sais comment est née la marche, parce qu'il ne parlait que de ça. Il s'est réuni un jour dans son salon, il a fait 2 fois le tour du salon, il a dit on marche, et ça a marché. Ces marcheurs n'ont pas fait plus de 100 mètres, il n'y en a pas un qui a fait plus de 100 mètres, je les connaissais bien, ils étaient tous au PS, la plupart des autres ailleurs, donc je l'ai beaucoup inspiré quand même, notre ami. Voilà, je tenais à le dire parce qu'il n'y a que chez Berkoff qu'on peut dire ça, mais c'est la réalité absolue. En fait, vous avez marché 6000 km, lui il a marché de Bercy à l'Élysée. Voilà, exactement. Voilà, vous avez quelques mètres quand même. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est intéressant quand même, Jean Lassalle, vous dites que Hollande a dit oui, tout ça on le sait, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce que le qu'est-ce qu'on peut y faire est toujours le mantra, la liturgie, le credo des princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs? Qu'est-ce que veut dire cet aveu d'impuissance, de lâcheté, de faiblesse, de lucidité? C'est quoi? Oui, depuis trop longtemps, en tout cas. Et je pense que c'est un aveu de tout ce dont vous venez de parler. En fait, nous avons perdu la maîtrise de notre destinée. Nous n'avons plus notre destinée en main. Et je crois avoir siégé suffisamment longtemps à l'Assemblée nationale et avoir détenu des mandats au nom du peuple depuis l'âge de 21 ans où j'obtins mon premier comme maire, pour dire que c'est à la suite d'une immense lâcheté largement partagée au niveau des élites et en particulier de la politique. Je n'ai pas connu cela. Lâcheté, vous dites. De la lâcheté. C'est-à-dire savoir, voir la réalité et puis par peur de se mettre en péril soi-même ou en danger, refuser de la voir et de l'exprimer. Et d'agir. Moi, je me souviens de ce pays, lorsque j'ai été élu maire, mais je vous assure, j'ai pu réaliser beaucoup, et il y avait beaucoup à faire, comme dans toutes les campagnes de France, et il n'y avait pas que les campagnes, parce que je connais très bien les banlieues aussi, que j'ai traversées entre 1h et 5h du matin, parce que lorsque je faisais la marche, il n'y avait pas beaucoup de députés pour venir faire la course avec moi. On ne faisait pas la course, il faut être très attentif dans ces cas-là, mais on a beaucoup réalisé, parce qu'il y avait de l'argent dans l'espace public, et parce qu'il y avait une volonté partagée de garder ce grand pays comme un grand pays qui se relevait après les terribles outrages qu'il avait vécu quelques années auparavant. Et la France fourmillait. Il y avait un budget de la recherche qui était à 5%, alors qu'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait monter d'ailleurs à 0,75 pendant le Covid. J'ai dit au moins donnons le sentiment qu'on fait quelque chose, alors qu'il était qu'à 0,50. Et progressivement. Le budget était à l'époque à 5% et il est après à 0,50, c'est ça? Oui, c'est ça, 0,50. Et aujourd'hui 0,75. Oui, donc vous risquez pas de trouver grand-chose. En plus, on a collé ce budget sur la recherche avec le budget aux universités, ce qui fait que à la fin, à partir du mois d'août, on ne sait pas comment on va terminer les universités, donc il n'y a plus rien pour la recherche. Mais la recherche, ça induit un état d'esprit. D'abord, c'est un budget puissant qui fait que de grands esprits s'intéressent à nouveau à la France d'abord, à notre pays, à leur avenir, qu'ils s'organisent. C'est l'époque où on a créé l'INRA, l'Institut national de recherche agricole, toutes les grandes fondations ont été faites à l'époque. Mais on convoque aussi les anciens, qu'on ne laisse pas partir à la retraite comme des chiens, si j'ose dire, quand ils sont malheureux. Et même les jeunes. On tient compte de l'expérience. Est-ce que vous savez l'immense savoir qu'acquiert un jeune qui combat 15 ans avant de trouver enfin un vrai boulot? C'est incroyable, ce chemin de croix. L'apprentissage de la lutte, de l'effort, du travail. De l'effort, de la constance, de ne pas se décourager, de ne pas tout laisser tomber, de surmonter. Je ne parle pas même des formations, il n'y en a plus.
Donc, je crois que la recherche, c'était cela. C'est pour ça que j'avais 2 éléments en tête de mon projet pour la présidentielle, qui malheureusement a été détruit littéralement devant mes yeux. Le premier, c'était reconstruire un État. La France a besoin d'un symbole fort qui a été pour elle l'État, et la France a donné toutes ses lettres de noblesse à l'État, qui d'abord sous les rois et ensuite sous les présidents, bien sûr, quelques coups de guillotine plus tard, ont conduit la France avec Dieu. Alors Dieu, je ne sais plus où il est. Ça, on est bien embarrassé parce il a qu'il été manque remplacé Dieu. par quelques idoles. Voilà. Du woke aux identités, enfin, etc. Mais juste un mot, ça me fait réagir, Jean Lassalle, quand vous parlez de ça. Vous, quand vous entendez que le grand truc de la retraite, c'est de savoir s'il faut le prendre à 62 ou 64 ans. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu, 62, 64 ans, alors que ça devrait être la pénibilité, ça devrait être tout le reste? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à 64 ans, vous n'êtes plus bon à rien et vous devez aller partir dans les magasins aux accessoires? Ou bien, ce n'est pas ça le problème? Vous n'êtes pas à la retraite, moi non plus, et on est un certain nombre qui peut-être ont envie d'autre chose. Eh bien, cette période terrible que nous vivons est un véritable drame pour ceux qui ont à le subir. C'est exactement le genre de mise en scène que nous aimons et que nous épluchons jusqu'à l'infini. Pompidou aurait dit qu'on foute la paix aux Français, il avait peut-être bien raison. Moi, j'aurais un petit peu ça. Il y a des hommes et des femmes qui aspirent à avoir la retraite, bien sûr, et qui la méritent parce que leur métier est difficile. J'étais dans un fournil il y a quelques jours, on en parlera peut-être. Là, c'est vraiment difficile. Mais il y en a d'autres qui ne cherchent pas du tout à partir à la retraite et qui, ma foi, s'ils étaient enfin un peu reconnus dans leur travail, mais continueraient à le faire de bon cœur et pour avoir une activité à condition que, bien entendu, ce soit bien équilibré avec leurs loisirs, avec leur famille, et qu'ils ne soient pas sacrifiés. Mais là, nous avons trouvé le faux problème par excellence. Pourquoi ? Parce que ça nous évite tout simplement de parler du sens même de la vie aujourd'hui. Quel est le sens de notre vie à l'orée de ce 3e millénaire? Qui sommes-nous? Qu'est devenu l'homme? Est-ce qu'il est, oui ou non, encore au cœur des préoccupations de tout ce qui devrait penser, de tout ce qui devrait agir, ou est-ce qu'il est devenu un élément de correction? Comme moi, je pense dans le jargon technocratique, est-ce que l'homme est devenu une variable d'ajustement? C'est très exactement le terme. Exactement. Et c'est vrai que je pense que c'est vrai. Parce que sinon, on commencerait par le commencement. D'abord, restaurer un État qui s'occupe des Français et puisqu'en France, le président de la République est chef d'État, à ce moment-là, il aurait aussi les moyens pour plancher, travailler aux propositions qu'il pourrait soumettre à son Parlement et aux Français pour les faire entériner. Et ensuite, la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est absolument qualifiable que nous n'ayons pas fait un iota d'avancement sur les énergies renouvelables, et je pense notamment au solaire, mais au solaire de fond romeux, ce bon four de fond romeux, où les verres kaléidoscopiques réfléchissent sur un point donné, déclenchant une puissance extraordinaire. Et l'énergie des marées, 2e façade maritime du monde, qu'en faisons-nous? Rien. On va continuer à en parler, Jean Lassalle, c'est passionnant, puis on fera intervenir les auditeurs de Sud Radio. Après cette toute petite pause, on se retrouve avec Jean Lassalle tout de suite. Oui, vous l'entendez, Jean Lassalle est avec nous sur Sud Radio, le président de Résistons veut répondre à vos questions au 0826 300 300. On attend vos appels, à tout de suite sur Sud Radio. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Résistons, nous dit Jean Lassalle, résistons, et c'est peut-être pas le plus mauvais des conseils en un temps, vous savez, où il vaut mieux bouger, hein, il vaut mieux, enfin on l'a longtemps dit, hein, vivre debout que mourir à genoux. Mais au-delà des proclamations et des slogans, Jean Lassalle, on a l'impression, bon, on a compris la mondialisation, on a compris l'émergence des grands pays, de la Chine, de l'Inde, la Russie, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui à la lumière, à l'ombre de la guerre Russie-Ukraine. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que, on en parlait juste pendant la pause, qu'est-ce qui fait que quand on parle de France, je pense à une chose, je vais vous poser la question très précisément. Les mêmes qui disent, et à juste titre, formidable, le peuple ukrainien résiste, l'Ukraine montre qu'elle est une nation, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir, il y a quelque chose qui est là, qui est devenu indubitable, parce qu'on doutait certains. Ce sont les mêmes qui disent, oui, mais la France, bon, la France, c'est plus grand-chose, la France, ça ne veut plus rien dire. Pourquoi, aujourd'hui, les gens, en tout cas, un certain nombre de gens disent la France, bon, oui, c'est bien, mais enfin, bon, allez, parler de ça, c'est du passé, c'est ringard. À ce merveilleux générique que vous avez, les Français parlent au français. Déjà, vous avez 90% de la réponse. Il y a là, à cette époque-là, il y avait des hommes qui croyaient effectivement que, ayant atteint pratiquement 900 ans d'État tel que nous étions, avec la conjonction qui était la nôtre, exceptionnelle, entre mers et océans, des montagnes partout où il fallait, un pays où tout pousse, avec des bouts de France sur toutes les mers et des océans qui font de nous la deuxième façade maritime du monde, eh bien, il y avait des hommes et des femmes qui croyaient par-dessus tout qu'on pouvait donner sa vie pour entretenir ce qui était plus qu'un pays, une idée, un moment, une histoire, une civilisation. Eh bien, je crois, cher André, que c'est cela qui nous manque, parce qu'au fond, vous avez raison, mais qu'est-ce qui aurait bien pu changer au cours de ces dernières années pour que nous nous trouvâmes à ce point disqualifiés? Est-ce que par hasard, le monde a changé, la Méditerranée n'est plus au même endroit, l'Atlantique non plus, les pays européens non plus, bon... Que la Chine se développe, c'est une chose. Mais alors, le niveau que nous avions qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous dites qu'est-ce qui a changé? Et vous répondez quoi à votre propre question, qui est une vraie question? C'est le fatalisme, la lâcheté, et puis un sentiment auto-suicidaire pour les élites qui ne supportent plus d'avoir les responsabilités de premier. Mais quoi, ils sont fatigués, ces pauvres tourtereaux? C'est quoi? C'est fatigant, tout ça? C'est lourd à porter? C'est arrivé à d'autres moments de l'histoire des hommes. C'est vrai. Mais vous savez, y compris de France, d'ailleurs. De France, hélas. Mais j'ajouterai ceci. Bon, ça peut paraître banal, parce que tout le monde le sait, mais enfin, l'homme vient du fauve. Il était un fauve. Je te mange parce que je suis le plus fort. Et c'est tant de civilisation qui a réussi par des traités aussi élaborés, après tant de guerres perdues et gagnées, tant d'essais faits, que nous avons réussi par ce qu'on a, paraît-il, en plus que les lions, l'intelligence, le verbe et la plume, à communiquer tous ensemble, qui nous a permis de monter en civilisation. Et la France, notamment au cours des 3 derniers siècles, y a beaucoup contribué. Le peuple souverain, c'est ici. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il suffit de la lire une fois, on n'a pas besoin de la lire 2 fois, inscrite dans le marbre de l'Assemblée nationale, pour savoir que ceux qui ont écrit ça étaient animés par une volonté supérieure, en étant certains que leur pays, servi par une langue hors du commun, difficile certes, mais était faite pour
veiller sur elle-même, mais veiller aussi à l'humanité, ce qui lui a valu sa dimension universaliste. Alors effectivement, nous avons renoncé, parce que ce serait, paraît-il, trop pénible d'assumer des responsabilités. Et c'est une faillite totale de nos élites, et à commencer, n'allons pas chercher plus loin, commençons par balayer dans notre porte des élites politiques. Que n'ai-je pas vu lorsque je suis arrivé? Comment on a ratifié en droit français sans la moindre discussion toutes les directives, on appelle directives, les directives européennes. Sans un iota de discussion. Tout ce qu'on a retiré à la Banque de France pour que ce soit la Banque européenne, tout ce qu'on a retiré en matière de droit français dans tous les domaines, sans que jamais la France eût à en connaître au cours des 5 ou 6 dernières présidentielles. Le dernier grand président qu'on a eu, c'était De Gaulle. Le reste, malheureusement, n'a pas existé. Donc, progressivement, nous nous sommes laissés désarmer et endormir. Et comme la finance s'était déjà réunie depuis que nous avons découvert les Indes et les Amériques il y a quand même déjà suffisamment longtemps, eh bien, nous avons eu à notre disposition, en y ajoutant aujourd'hui le pétrole, de tels moyens de peser avec un petit nombre sur le cours des choses, bien que la France a décidé de se faire harakiri. Mais pas la France des territoires, pas Paris. Paris est follement fier d'être Paris. Les Pyrénées sont très fiers d'être là où elles sont. Et les bouts de France aussi. Mais ce qui manque, c'est la volonté à ceux qui devraient insuffler ce qu'ils ont de meilleur, ce pourquoi ils ont été choisis. Et ils ne le font plus. Alors, et c'est ça qu'il faut changer, et nous le changerons, André, parce que c'est par la volonté suprême, à une condition, c'est que les Français comprennent aujourd'hui, comme on l'a compris le Royaume-Uni, il n'y a pas si longtemps, que nous étions en train de crever. Eh bien, on va en parler avant notre dernier souffle. Je vous promets que ni Jean Lassalle, ni moi, ni vous tous, avez envie de crever, ni envie de vous laisser aller. Et c'est pour ça que c'est tellement important, ce devoir de volonté, de vigilance, tellement important. On s'en reparle tout de suite avec les auditeurs après cette petite pause. Oui, vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Jean Lassalle, dans tous ses états, et vous aussi, auditeurs de Sud Radio, dans tous vos états. Parce qu'il faut l'être, vous savez, il faut toujours penser critique, penser contre soi-même, je le répète, je le radote, avoir question à tout. Personne n'a réponse à tout. Mais vous pouvez tous, nous pouvons tous avoir question à tout. Et ce sont des questions que vous allez poser à Jean Lassalle. Ce que je veux dire, c'est que nous avons certes des raisons de désespérer. Mais nous en avons toujours eu dans le passé. Bien sûr. Ce qui singularise notre pays, il y a eu des démissions, une forme de grandeur, c'est sa capacité à redémarrer. Et je crois aujourd'hui, parce que je les côtoie beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'apprécient même, que ce soit dans les universités ou que ce soit dans les vies de tous les jours, les jeunes en ont marre. Les jeunes, petit à petit, voudront retrouver ce qui est leur. Et ils ont de la France une idée beaucoup plus forte aujourd'hui que beaucoup de ceux qui se prétendent vouloir en être les testamentaires. Mais ce que vous dites, c'est de bon augure, enfin, et augure de quelque chose, d'un vrai avenir. Des hommes qui se taisaient et des femmes et qui ne se taisent plus, qui disent, mais enfin, mais de quel droit subissons-nous tout ce qui nous arrive? Sur quoi pesons-nous? Comment ça se fait que moi qui ai voté aussi passionnément toute ma vie, je n'aille plus voter depuis 25 ans, ou depuis 15 ans, ou depuis 10 ans? Et ça m'est insupportable, je ne le peux pas. Donc quand vous avez des prises de conscience aussi simples que celle-là, et comment se disent-ils? On l'a su avec les Gilets jaunes. Le niveau de traitement d'un certain nombre de Français. Avec quoi des femmes de 35 ans élevaient leurs 2 enfants
c'est-à-dire avec 800-850 Bien euros. sûr. Ils ont plus dit en 6 mois, avant qu'ils ne soient cassés, que nous n'avions dit pendant des années. Donc, je crois que le fait de parler de nouveau clairement, mais bien, pas C'est par très insulte, important. Bien sûr. pas par onomatopée, pas comme à l'Assemblée aujourd'hui, comme si on n'avait rien à dire, mais en parlant clairement le français, pour autant qu'on puisse le maîtriser. Ouvre les oreilles et redonne cette espèce de grinta dont parlent les Argentins, qui fait qu'à nouveau, nous avons envie de gagner, non pas pour écraser, mais pour permettre de survivre ceux qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Pourquoi ne paye-t-on plus des infirmières qui ont tant donné, des médecins qui sont rompus au silence absolu? Pourquoi ces hommes et ces femmes ne sont plus libres? Pourquoi ne forme-t-on plus des médecins dans ce pays? Pourquoi ce pays est sans hôpital? Et pourquoi j'ai été voir un boulanger et j'ai fait le pain avec lui à 1h30 du matin? Et ce qui était le plus désespérant, en sanglots, dans sa voix, j'étais avec mon ami Pierre, c'est que le fils, eh bien, il a tellement entendu détruire ce type de métier qu'il ne peut plus en parler. Il croit que son père a été sacrifié parce qu'il se levait à 1h30 du matin. Mais le père et la mère ne l'ont pas vécu comme ça. Ils ne désespèrent pas. Combien de jeunes paysans sont ainsi? Qui a-t-on accompagné? Qui a accompagné tous ces mouvements et métiers difficiles parce qu'ils touchent au patrimoine de notre pays pour qu'ils se retrouvent? Aux racines même de notre pays. Absolument. Eh bien, moi, je ne désespère pas du tout. Mais pour cela, il faut parler, même quand les vents, comme vous le dites, très cher André, dans votre magnifique entrée en matière, sont si contraires. Nous sommes faits et choisis pour parler, quel que soit le pays. Voyez, j'ai été assassiné politiquement pendant cette dernière campagne électorale, non seulement par les grands Manitou qui conduisent les médias. Heureusement que vous êtes indépendant et avec la fiduciaire, vous avez pignon sur rue. Mais moi, c'est aussi les sondeurs d'opinion, parce que combien de Français étaient sur le point d'aller voter pour moi? Bon, chérie, je vais voter Jean Lassalle, j'aime bien. Ouais, mais t'as vu, il est à 1%. Ah oui, laisse tomber, c'est fini. Vous pensez que c'est digne? Non. C'est à peu près le même état d'esprit que celui qui régnait en France entre 1936 et 1939. Ce qui a déjà eu lieu peut avoir lieu, mais ce qui a eu lieu après aussi, à 1945, peut avoir lieu de nouveau. Voilà, il faut le garder et n'oubliez jamais que c'est vrai que il y a, vous savez, Victor Hugo disait que le calembour est la fiente de l'esprit qui vole, et je dirais que certains sondages sont les crottes de la démocratie qui trotte. Donc il faut sortir de tout cela. Je n'ai rien contre les sondages, mais enfin c'est l'action, l'acuité, la lucidité et le courage qui font, en tout cas, vous n'en manquez pas Jean Lassalle, et nos auditeurs non plus. Oui, nos très nombreux auditeurs qui nous appellent, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, et on a le plaisir de recevoir Sylvain de Lasseub dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Lassalle. C'est un grand honneur pour moi de vous parler à tous les deux, parce que comme beaucoup de Français qui aiment profondément la France, et qui a la France dans son cœur, je souffre beaucoup au quotidien et vous me remontez le moral chaque fois que je vous écoute et que je vous lis. Merci. Voilà, monsieur Lassalle, j'ai eu la chance de vous rencontrer 2 fois. Nous avons discuté lors de l'enterrement d'un ami commun à Lasseub il y a quelque temps. C'était avant les élections présidentielles et j'avais beaucoup apprécié ce grand moment de partage. Et j'ai lu avant les élections votre livre Aurore ou Crépuscule, Résistons, que j'ai dans les mains actuellement. Un livre que je garde près de moi et que j'ai beaucoup de plaisir à feuilleter de temps en temps. Et vous parliez il y a quelques instants des élections présidentielles et je n'ai pas voté pour vous, j'ai beaucoup hésité à cause du chapitre Humanisme et migrants. Pour résumer rapidement ce chapitre, vous pensez que la France doit être absolument une terre d'accueil coûte que coûte.
Et malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc je voulais vous dire cela. Oui, c'est intéressant, Sylvain, justement, que Jean Lassalle vous réponde. Voilà, c'est sur la question de l'immigration, qui est une des questions effectivement très importantes. Alors Sylvain dit que vous êtes tout à fait pour un pays d'accueil très ouvert, Jean Lassalle. De quoi qu'en est-il? D'abord, merci infiniment Sylvain et merci pour votre franchise. Et c'est pas étonnant que la Séaube, parce que c'est ainsi qu'on dit dans notre belle langue gasconne et béarnaise, la Séaube qui est un cours d'eau mais qui est aussi la sève vivante qui monte depuis la nuit des temps au printemps pour éclairer nos vies. J'ai dit cela dans un contexte, je vous remercie d'avoir lu le livre très particulier, c'est lorsque il y a des bateaux que l'Italie renvoie à la Grèce, que la Grèce renvoie à la France et qui ont été affrétés par des salopards et où on fait crever dans des situations que j'ai vues parce que je me suis rendu aussi à Dunkerque ensuite pour voir comment ces gens étaient traités et c'est dans un cas bien très précis. Oui. Pour sur le trafic. Oui, pour le reste, je dénonce avec la même, comment je devrais dire, la même rage, la même colère, tout ce qui nous mentent et qui vous mentent, très cher ami, en disant on fait venir, on a beaucoup trop de gens qui viennent, mais la plupart de ceux qui viennent ne viennent pas d'eux-mêmes, ni sans papier. C'est nous qui allons les chercher, parce que nous n'avons plus personne pour ramasser les ordures ménagères. Nous n'avons plus personne pour les poubelles. Nous n'avons plus personne pour faire une charpente, cher ami, à la Seube, vous le savez comme moi. Nous n'avons plus personne pour travailler le bois. Tous ces travaux difficiles. Jadis, j'ai connu, hélas, cette époque où l'entreprise de Lombardie partait avec des cars entiers dans les banlieues du Portugal pour ramener des centaines de Portugais. Aujourd'hui, on ne pratique pas de la manière, c'est dans les accords commerciaux, mais il y a beaucoup de Tchétchènes qui ne sont pas arrivés à pied de Tchétchénie en France. On va les chercher parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Donc je pense qu'il faudrait mettre de nouveau l'église au centre du village et la mairie aussi, peut-être, et les citoyens, pour dire que oui, il y a une immigration qui est très forte du fait que notre pays mais qui a continué à avoir des gestion quand même, à faire une gestion peut-être plus équilibrée, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des milliers d'hommes et de femmes? Et nous avons 6 millions de chômeurs. Mais qui ne demandent rien. Ouais. S'il n'y avait, et c'est déjà beaucoup, que ceux qui arrivent par eux-mêmes, mais nous pourrions trouver des solutions. Et lorsque nous... Donc vous incriminez les passeurs, vous incriminez aussi beaucoup ce trafic. Oui, mais j'implique plus que trafic, j'implique la politique assumée par la France, qui manque de bras et qui va en chercher là où ils sont. Et ensuite, vous allez faire la différence, cher André, entre quelqu'un qui en a fait venir volontairement de Tchétchénie, je parle de ce pays pour ne pas lui donner une quelconque résonance, mais qu'on va chercher ailleurs, avec quelqu'un qui est arrivé en traversant la mer parce qu'il voulait à tout prix venir ici. D'ailleurs, si vous regardez bien, celui-là, il ne veut pas rester en France, il veut aller dans le Royaume-Uni. Il traverse. Certains, oui. Donc, certains. je crois que ce qui manque là comme ailleurs, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête de parler de tout et de n'importe quoi et qu'on dise le peuple de France est un grand peuple. À certains moments, il nous est arrivé de lui dire la vérité. Eh bien, faisons la vérité sur, effectivement, cet immense problème que constitue, parce que ça crée un lien électrique puissant entre Paris et les on va demander, non, mais on vous a bien entendu, on va demander à Sylvain juste un mot. Est-ce que vous voulez répondre d'un mot? Et après, nous avons beaucoup d'auditeurs. Oui, je remercie Monsieur Lassalle et je constate que nous sommes d'accord. Effectivement, il faut absolument réguler tout ça. De toute façon, la France restera toujours une terre d'accueil, c'est certain. Bien sûr. Mais nous devons absolument réguler
Et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est indispensable. Voilà, Monsieur Berkoff, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Continuez s'il vous plaît. Et Monsieur Lassalle, Adichat. Adichat, merci de nous avoir permis de mettre à nu ce mensonge d'État extraordinaire qui consiste à aller chercher des hommes alors que la France ne sait pas qu'on va les chercher. On va tourner une rapide page de pub et merci beaucoup à Sylvain de l'ACEUB. Tout de suite sur Sud Radio, Jean-Marc de Narbonne, 0826 300 300 pour participer à l'émission. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h50 sur Sud Radio, vous êtes dans le face-à-face d'André Berkoff avec Jean Lassalle et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle et Monsieur Berkoff, c'est pareil, vous faites partie de la dernière race des gens qui ne sont pas lâches et qui ne sont pas à vendre. Et ça, c'est une race en voie d'extinction, parce que la marche qui est en marche, c'est pas la marche de M. Lassalle ou la nôtre, M. Berkoff, c'est la marche de M. Macron et de ses amis mondialistes. La marche qui est en marche, c'est la marche que nous avons vécue depuis 3 ans, c'est une marche d'interdire les gens d'avoir de la liberté. La liberté de penser, la liberté d'agir. Donc, les gens, et puis pour votre auditeur précédent, quand il a parlé des gens qui venaient de l'extérieur, mais en France, je pense qu'il y a des Français qui veulent travailler. Ce qu'il y a, M. Lassalle et M. Berkoff, vous le savez très bien, avec 1 200 € par mois, comment vous voulez faire pour vivre? Même avec 1 500 € par mois, si vous voulez ça, vous ne pouvez pas vivre. Donc bien sûr que tout ça est fait exprès, étant donné qu'il suffirait que l'artisanat, pour redémarrer l'artisanat et les petits commerçants, il suffirait de leur enlever les 50% de charges sociales, les baisser à 20. C'est ce qu'a dit, ce que je disais hier. Et obliger les 30 à donner aux employés. Donc les employés ne gagneraient plus 1 200 ou 1 300, ils gagneraient 1 600 ou 1 700. C'est ça le vrai pouvoir d'achat. Le vrai pouvoir d'achat, c'est redonner la liberté aux petits commerçants, aux petites gens que nous faisons partie, parce que nous sommes tous des petites gens à la base. Si vous voulez. Et l'élite, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, l'élite. Parce que l'élite, si c'est ce que l'on voit, c'est une élite destructrice et c'est une élite de gens médiocres. Alors ça, ils sont dans l'élite de la médiocrité, même au-delà de l'élite, je veux dire. Donc bien sûr qu'en France, on peut faire des choses. Mais comment faites-vous, Monsieur Lassalle, pour rester optimiste? Est-ce que c'est un optimisme de façade? Est-ce que c'est un optimisme parce que vous avez des enfants? Est-ce que vous croyez vraiment que l'on peut s'en sortir dans cette machine infernale d'administration, une machine infernale qui nous interdit de plus en plus de choses, qui vous a pratiquement obligé à vous faire vacciner, tout ça vous le connaissez, Monsieur Lassalle. Comment vous pensez-vous qu'on peut s'en sortir? Eh bien, Jean Lassalle. Bien entendu, tout simplement, et merci Narbonne. Et j'espère que vous allez très vite retrouver la grande équipe de rugby contre laquelle j'ai joué et qui faisait tellement plaisir. Moi, je vais continuer ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai une passion qui me laboure, hélas, le ventre et qui me rend parfois un peu même souffrant. Mais comme disait mon père, j'ai un cœur suffisamment puissant pour envoyer la lave rouge de mon sang jusqu'à la dernière extrémité et un cerveau qui n'a pas vu un réchauffement climatique depuis 20 milliards d'années pour rester froid devant les réalités. Eh bien, j'ai envie de continuer parce que j'ai connu la France, qui, pour prendre un exemple qui parlera à Narbonne, envoyait à l'étranger, et vous savez l'énorme richesse que nous en retirions, 60 à 70% de nos produits agricoles. Expliquons-nous pourquoi 20 ans après, c'est exactement le contraire. Nous sommes obligés, ce en quoi nous sommes les champions du monde. Le Lot-et-Garonne, votre Front National partout, alors que ça a été le potager de la France, j'y ai mis le goutte à goutte et on produisait, c'était extraordinaire. On ne produit plus rien. Déjà, si on prend cet exemple, et si on l'affirme partout, et moi, c'est ce que je ferai, tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, je démonterai
savez que la France n'est pas un petit pays de merde, c'est un très grand pays qui a la capacité de tout produire, mais que malheureusement, c'est au niveau des élites qu'il faut changer. Arrêtez de suivre la Sofresse, c'est des voyous, et tous les autres, et regardez les choses en face. Vous voyez le courant de sympathie qu'il peut y avoir à mon égard. Vous savez bien que tout le monde, beaucoup de gens savent que je suis en résistance. J'ai ce mouvement. Et je le réunis d'ailleurs, je le dis, samedi, vendredi et samedi qui viennent là, à la maison de l'industrie créée par Bonaparte en 1801. Et tous ceux qui ont envie de m'y retrouver, m'y retrouveront. Exactement. C'est à Place Saint-Germain, à Place Paris. Saint-Germain, Place à Paris. Saint-Germain. Donc voilà. j'ai pris cet exemple. Mais pourquoi exporterions-nous donc des avions, des TGV? Pourquoi avons-nous été les meilleurs sur les télévisions, dans tous les domaines? Et pourquoi nous avons renoncé Vaste bien question, pour faire vaste plaisir question. à une chimère qui n'était pas celle-là au départ? C'est l'idée de transformer l'Europe en base avancée des États-Unis d'Amérique, comme si le Colorado pouvait être comparé à la Rome antique ou à la Grèce antique. Pardon, messieurs, mais il y a quelques milliers d'années d'écart entre les deux. Oui, l'Europe et les États-Unis, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose, et vous faites bien de le rappeler. Je crois que malheureusement, je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière question. Allons-y. On a le temps de recevoir Alain du Gers. Bonjour Alain. Alain, bonjour. Bonjour. Très rapidement, cher Alain. Oui, je vous remercie de m'accorder une minute de bonheur. Je voudrais je vais pas poser une question particulière. Allez-y. Je vais rendre hommage à Jean Lassalle. Je lui avais écrit pour le Covid et il m'a répondu. Je trouve que je suis très admiratif d'une grande personne, un des très rares politiques, très très rare même, en qui on puisse avoir confiance. Et qui parle vrai. On a l'impression que tous les autres, ce sont des Manuel Valls, des girouettes, des pingouins, je vais dire carrément. Et on se sent perdu. Moi, je suis paysan. On peut aborder plusieurs sujets. On ne sait pas comment l'Ukraine sera gérée, alors que tout le monde la béatifie. Alors qu'il faudrait beaucoup de choses à dire. Alain, on va reparler de ça demain et après-demain. Vous allez voir, ça va être absolument passionnant à propos de cette gestion. Mais je vous rejoins, on est en fin d'émission. Évidemment, on est heureux d'accueillir Jean Lassalle et on est toujours à accueillir des gens. Et je vous assure qu'ils existent et je vous assure qu'ils sont là, qui parlent vrai et qui savent ce dont ils parlent parce qu'ils parlent d'expérience. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on ne reçoit pas des gens qui ont réponse à tout. On reçoit des gens qui savent ce dont ils parlent. Et croyez-moi, je vous donne l'extrait du poème de René Char, La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Nous n'oublions jamais. Et vive le Gers, parce que sans le Gers, nous n'aurions pas plus d'équipe de France de rugby. Or, nous avons la meilleure du monde. Merci les Gersois. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Jean Lassalle, le président de Résistons. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.